l'impression que le micro il capte un grésillement chelou. Merci pour la balance. Tu gères. Ah, excuse-moi, j'ai oublié. Ah, c'est pas grave, ça fait. Mais tu On va peux lancer de le. toute façon. Oui, voilà. Voilà. Les gens ils t'entendent. Oui, voilà. Voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle lecture, en tout cas pour la suite de la lecture. J'ai vraiment l'impression que le micro capte un son. Mais je suis certaine. Ça me rend zinzin. T'entends? Non, t'entends Non, pas j'entends toi. juste pas. Bon, attendez. Ok, merci SH Thurman de m'avoir prévenu pour le son, parce que je parlais dans le vent comme une quiche. Ce qui est très fréquent. Coucou Camille. Comment on ouvre le chat en pop-up? En haut à droite, il y a un truc normalement. Pop-out. Pop-out. Good. Attends. Merci. Bon, au moins vous m'entendez. Je vous disais qu'il y a eu des petites difficultés au début du stream parce que je voulais mettre la musique. Mais j'ai pas réussi parce que Twitch a renforcé sa politique de droit d'auteur. Et si on utilise des musiques qui sont pas libres de droit, eh bien on est ban. Donc j'ai pas pu mettre en place la playlist que j'avais sélectionnée parce que c'était une playlist qui était issue d'un film. Et donc elle était pas libre de droit. Enfin voilà. Rien de très intéressant soit pour vous. Mais la prochaine lecture, je pense que j'essaierai de faire ça.
Si vous n'avez pas suivi le débat, en fait, je voulais mettre une musique pour accompagner les lectures, comme on en avait déjà parlé. Sur ce, on va commencer la lecture. On a un accompagnateur, comme la dernière fois, qui veut se faire remarquer. Un possesseur. Et donc, on va reprendre la lecture de Des Monts et Merveilles. D'ailleurs, pour tous ceux qui viennent de la part de Dorine, n'hésitez pas à me le mentionner aussi. Je serais curieuse de savoir qui étudie avec elle. Parce qu'elle m'a dit qu'il y a plein de gens qui avaient été... Enfin, plein de gens. Je me lance des fleurs. Qui avaient été... comment dirais-je, curieux des lectures en direct. On s'était arrêté au chapitre 2 de la X-ème nouvelle de Des Monts et Merveilles, donc la page 181. Je vais vous faire un petit résumé bref pour ceux qui n'auraient pas suivi. Je voulais trop mettre du Lofi Camille de ouf, mais c'est vrai que là avec Lovecraft, je trouve que ça passe pas. Mais je voulais trop faire ça. Le problème, c'est qu'il faut que j'installe Adblock parce que sinon ça va mettre des pubs sur YouTube. Enfin, c'est tout un schmilblick, ça me prend le chou. J'ai pas trouvé de musique dans le délire suspense et tout. Enfin, faut que je potasse la question. Regarde les OST de Carpenter. Ouais, je sais. John Carpenter. Ouais, je sais. Ah bon? J'ai regardé Bibs déjà. Enfin, Ah, ok. Trop bien. T'as du bip. je lis la fin pour vous faire le résumé de la suite. Si vous me voyez en totem, n'ayez pas peur. Pour ceux qui débarquent. Puis on a raté la semaine dernière, du coup ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu en vérité. Ouais, on s'était arrêté plus loin, voilà, je me disais. Parce que la page 181, c'était quand il venait juste de comprendre où se cachaient les anciens et tout team. On s'est arrêté en plein milieu de chapitre. En fait, je crois que j'ai une petite flemme de continuer. Ok, on s'était arrêté au moment où... voilà, je me souviens. Alors, dans le dernier épisode de lecture, Carter ou Carpenter Carter, on va dire, s'est rendu dans la ville qui pensait être la ville la plus proche du village mirifique qu'il cherche à rejoindre. Et lors de ce chemin, en fait, il va essayer de s'introduire dans les profondeurs de la ville, etc., aller au plus loin, là où personne n'est jamais allé. Il va se faire passer pour un tailleur de pierre pour récupérer tout ça. Coucou, petite Sab. Et au final, il va partir avec son âne, il va essayer de faire ça, de s'enfoncer de plus en plus loin. Et là, il arrive à un stade où même son animal commence à être effrayé par une espèce de présence obscure qui est indéfinissable, propre à Lovecraft. Vous avez l'habitude, je pense, maintenant. Il s'enfonce de plus en plus vers le nord, dans une chaîne montagneuse, et on va voir vers où ça va le mener. Est-ce qu'il va réussir à atteindre cette ville enchanteresse qui l'attire tant et pourquoi il marche depuis tant de chapitres, ou bien est-ce qu'il va se faire bouffer par un monstre quelconque? On va voir ça tout de suite. En tout cas, je vois que t'es grave dans le thème avec ta suite d'émoticônes, petite Save. Très très le fun ton choix, j'aime trop. Quelle heure est-il? Il est 51, très en retard ce soir. On va commencer dans une minute, comme ça vous laisse le temps d'arriver, etc. En tout cas, j'espère que ça va bien depuis comme 2 semaines. J'avais annulé précipitamment le stream la semaine dernière, donc je suis contente de revenir avec vous. J'ai hâte d'ailleurs de lire un titre plus connu aussi de Lovecraft avec le format en illustration qu'on a vu sur le Discord. Je l'ai pas encore acheté, mais ça ne serait tardé. En dehors de ça, rien de nouveau. J'espère en tout cas que vous allez apprécier la suite de la lecture. Je sais pas si on va réussir à la terminer ce soir. Peut-être, hein, peut-être. En fait, il ne nous reste pas tant de pages que ça, à vrai dire. Il nous reste 80 pages. On va voir. Ah, alors est-ce que ça te plaît, Camille? Si t'en es au tome 2, c'est qu'a priori, t'as voulu savoir la suite. J'ai beaucoup aimé, moi, la lecture proposée par Audible, en tout cas.
Ouais, l'univers est super sympa. Franchement, puis c'est tellement facile à écouter, je trouve. Ça passe vraiment crème. Bon, retournons dans notre petit univers Lovecraftien avec cette nouvelle. Je vais vous reprendre un peu plus haut pour que vous soyez un peu dans l'ambiance, comme ça fait longtemps. Droit devant lui, le chemin continuait, descendant légèrement entre les mêmes lignes de hauts murs naturels qu'auparavant, mais sur la gauche s'ouvrait un monstrueux espace, ayant d'innombrables acres d'étendue. Quelques archaïques puissances avaient en ces lieux taillé et arraché les originelles falaises en onyx pour les transformer en une carrière de géants. Loin, à l'arrière, dans le précipice, il y avait encore les marques de la gouge gigantesque et profond dans les entrailles de la terre bâillaient de gigantesques trous de bêche. Cette carrière n'était pas œuvre humaine, et ses faces concaves étaient creusées de grands carrés ayant plusieurs yards de côté qui disaient de la taille des blocs arrachés, là, un jour, par des ciseaux et des mains inconnues. Très haut, au-dessus des bords de la carrière, des corbeaux volaient et croassaient. Dans les profondeurs invisibles, de vagues vrombissements signalaient la présence de chauves-souris, d'uragues, ou d'encore plus innommables présences qui hantaient la noirceur infinie. Carter, debout dans le crépuscule sur les 3 chemins, regardait les sentiers rocailleux descendre devant lui. « Bonsoir, cher Cacal. » Sur sa droite, les hautes falaises d'onyx se prolongeaient à perte de vue. Sur sa gauche, elles étaient taillées par cette terrible carrière supraterrestre. Le yak poussa tout à coup un grand cri, et échappant au contrôle de Carter, le dépassa d'un bond et, terrifié, fonçant droit devant lui, disparut vers le nord dans l'étroit chemin en pente. Des pierres projetées par ses sabots tombèrent dans la carrière et se perdirent dans le noir sans faire au fond le moindre bruit de chute. Carter, qui à bout de souffle poursuivait la monture rapide, ignora les dangers de cet étroit passage. Bientôt, les falaises se dressèrent à nouveau sur la gauche, resserrant une fois de plus le chemin, et le voyageur continua de courir après son yak, dont les larges empreintes disaient la fuite désespérée. Pensant avoir entendu le bruit des sabots de la bête effrayée, et encouragé par ce bruit, il accéléra sa poursuite. Il franchissait des milles, et petit à petit, le chemin s'élargissait devant lui, de sorte qu'il comprit bientôt qu'il allait atteindre le désert terrible et glacé qui s'étend dans le nord. Les flancs décharnés des lointains pics infranchissables étaient à nouveau visibles au-dessus des rochers qui s'étendaient sur sa droite. Devant lui, il y avait des rocs et des pierres énormes, et cette étendue lui donnait sans doute un avant-goût de la plaine sombre et sans bornes. Une fois de plus, le bruit des sabots résonna à ses oreilles, plus fort qu'auparavant, mais au lieu de l'encourager, cela le remplit de terreur, car il se rendit compte que ce n'était pas le bruit des sabots de son yak. Ce bruit impitoyable et décidé venait de derrière lui. La poursuite du yak se transforma alors en une fuite éperdue devant quelque chose qu'il n'avait pas encore vu, car sentant que la bête qu'il avait à ses trousses ne pouvait être ni normale, ni définissable, il n'osait pas jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Son yak avait dû l'entendre ou le sentir le premier, et Carter n'avait aucune envie de se demander s'il était suivi depuis les demeures des mineurs ou seulement depuis le gouffre noir de la carrière. Il avait entre-temps dépassé les falaises et la nuit tombait sur une immensité de sable et de rochers spectraux où tout chemin se perdait. Il ne pouvait plus voir les empreintes de son yak, mais l'affreux galop continuait toujours derrière lui. À cela s'ajoutait de temps en temps une sorte de vrombissement et de gigantesques bruits d'ailes. Il s'aperçut avec désespoir qu'il perdait du terrain et il comprit qu'il était irrémédiablement perdu dans ce désert chaotique et maudit, rempli de rocs indéfinissables et de sable vierge. Seul, sur sa droite, les pics lointains et infranchissables lui indiquaient vaguement sa direction, mais il devenait de moins en moins distinct à mesure que le crépuscule gris faisait place à la morbide phosphorescence des nuages. Vers le nord qui s'enténébrait, il aperçut alors, imprécise et entourée de brume, une chose terrible. Il avait, pendant quelques instants, pensé que c'était une chaîne de noires montagnes. Il voyait maintenant que c'était quelque chose d'autre. La phosphorescence des nuages immobiles
le montrait nettement, et de rougeoyantes vapeurs en découvraient en partie la silhouette. Mais quelle en était la distance, il ne pouvait le dire, mais elle devrait être très grande. Cette chose avait des milliers de pieds de haut et s'étendait en un immense arc de cercle concave, depuis le pic gris et infranchissable jusqu'aux espaces inimaginablement vastes de l'ouest. Les anciennes montagnes d'Onyx n'étaient plus maintenant des montagnes parce qu'une main plus grande que celle des hommes les avait touchées. Silencieusement, elles étaient accroupies là, au sommet du monde, comme des loups ou des vampires couronnés de nuages et de brouillards et veillant pour toujours sur les secrets du Grand Nord. Rangées en un immense demi-cercle, ces montagnes, chiens de garde du Nord, étaient sculptées en monstrueuses statues vigilantes, et leurs mains droites étaient levées dans un geste de menace contre le genre humain. Bon, ça sent le sapin pour Carter, hein. Ce n'était que la lumière tremblante des nuages qui donnait l'illusion que leur double tête nitreuse semblait bouger, mais tandis que Carter continuait d'avancer, il vit se lever sur leur sommet ombreux de grandes formes dont le mouvement, lui, n'était pas une illusion. Ailées et vrombissantes, ces formes grandissaient à chaque instant, et le voyageur comprit que sa marche en avant était terminée. Ce n'était pas comme ailleurs sur la terre ou au pays des rêves, des oiseaux ou des chauves-souris, car ces formes étaient plus grosses qu'un éléphant et avaient une tête de cheval. Carter comprit que ce devaient être les fameux oiseaux Shantak, et il ne se demanda plus quels étaient les gardiens infernaux et les sentinelles innommables qui empêchaient les hommes d'atteindre le désert rocheux et boréal. Enfin résigné, il s'arrêta et osa regarder derrière lui. Sur un maigre yak trottait, en grimaçant, l'homme trapu à l'œil torve, le marchand, entouré d'une diabolique légende qui conduisait une horrible horde de féroces Shantak, dont les ailes gardaient encore le givre et le nitre des gouffres infernaux. Bien qu'encerclé par ces cauchemardesques et fabuleuses bêtes ailées à tête de cheval qui se pressaient autour de lui en un cercle démoniaque, Randolph Carter ne perdit pas conscience. Hautes et horribles, ces gigantesques gargouilles se dressaient au-dessus de lui tandis que le marchand à l'œil torve sautait à bas de son yak et, grimaçant, se tenait devant le prisonnier. L'homme enjoignit alors à Carter de monter sur l'un des répugnants Shantak et l'y aida. Carter, sa raison combattant son dégoût, obéit, mais il avait du mal à s'exécuter car l'oiseau Shantak, au lieu de plumes, est couvert d'écailles, et ces écailles sont très glissantes. Quand il fut assis, l'homme à l'œil torve sauta derrière lui, laissant à l'un des incroyables colosses ailés le soin de conduire son yak vers la chaîne des montagnes sculptées. Il décrivait maintenant de hideuses courbes dans l'espace glacé, volant sans arrêt vers ces montagnes infranchissables aux flancs gris et décharnées qui se dressaient à l'est, et derrière lesquelles devait se trouver Leng. Ils volèrent plus haut que les nuages jusqu'à ce qu'enfin passassent au-dessus d'eux les fabuleux sommets qui se perdent dans des paquets de brumes luisantes et que n'ont jamais vus les habitants d'Inquanok. Carter, en les survolant, les observa attentivement et aperçut sur leurs pics les plus élevés l'entrée d'étranges cavernes qui lui rappelèrent celle d'une Granek. Il ne questionna pas à ce sujet l'homme qui l'avait fait prisonnier, s'étant aperçu que celui-ci et sa monture à tête de cheval semblaient curieusement effrayés par ces cavernes et se dépêchait nerveusement de les doubler, montrant une grande inquiétude tant qu'ils ne les eurent pas laissés loin à l'arrière. Le Shantak volait maintenant plus bas, et sous la couche de nuages se révélait une plaine grise et nue sur laquelle, à de grandes distances, luisaient de petits feux. Comme il descendait, des huttes de granit et des villages de pierre noire dont les minuscules fenêtres luisaient à peine d'une lumière pâle apparurent par intervalles. De ces huttes et de ces villages leur parvint le bourdonnement criard des pipeaux et l'horrible bruit des crotales, ce qui démontra sur le champ que les habitants d'Inquanok ne se trompent pas dans leur intuition géographique. Les voyageurs auxquels il est arrivé d'entendre de tels sons savent qu'ils ne s'élèvent que de ce plateau désert et glacé que les gens normaux ne visitent jamais
de cette région mystérieuse et diaboliquement hantée qui s'appelle Leng. Des formes sombres dansaient autour de petits feux, et Carter se demandait avec curiosité de quelle sorte d'être il pouvait bien s'agir. Personne en effet n'a jamais été à Leng, et l'endroit n'est connu que parce qu'on a vu de loin ces feux et ces huttes de pierre. Ces formes sautaient selon un rythme lent, affreux, et avaient une façon de se tordre et de se courber qui paraissait malsaine et n'était pas agréable à regarder. Aussi Carter ne s'étonna-t-il pas de la monstrueuse malédiction que leur attribue une vague légende, ni de la terreur que dans tout le pays du rêve suscite leur horrible plateau glacé. Le Shantak volant plus bas, la répulsion que lui inspiraient ces danseuses ne lui parut pas d'une familiarité infernale, ne lui parut pas tout à fait inconnue et lui sembla même empreinte d'une familiarité infernale. Le prisonnier fixa attentivement ses yeux sur eux, cherchant dans sa mémoire où il avait déjà pu voir de telles créatures. Coucou Satin. Non, j'ai un petit problème de droit d'auteur, donc ça pourra pas être pour ce soir. Elles avaient des sabots à la place des pieds et paraissaient coiffées d'une sorte de perruque ou de bonnet surmonté de petites cornes. Elles n'avaient pas d'autres vêtements, mais pour la plupart étaient couvertes d'une abondante fourrure. Ces créatures avaient des queues minuscules et quand elles levèrent la tête, il remarqua la largeur anormale de leur bouche. Il sut alors qui elles étaient et qu'après tout, elles ne portaient ni perruque ni bonnet. L'infernal peuple de Leng ne faisait qu'un avec les marchands inquiétants venus à bord des galères noires pour vendre leurs rubis à Dilatlin. Et c'étaient bien en vérité les mêmes êtres que ceux qui, si longtemps auparavant, avaient enlevé Carter sur leurs galères puantes. Il avait vu leurs semblables conduits en troupeau sur les ignobles quais de l'affreux cité lunaire. Il avait vu comment les plus maigres étaient condamnés au travail et les plus gras enfermés dans des cages et emmenés pour satisfaire aux besoins de leurs maîtres aux corps amorphes de polypes. Il savait maintenant d'où provenaient ces créatures si mystérieuses et il frissonna à la pensée que Leng devait être en rapport avec ces informes abominations qui peuplent la lune. Le Shantak, cependant, continuait son vol. Il dépassa les feux, les huttes de pierre et ces danseurs qui n'étaient pas humains. Il plana au-dessus de stériles montagnes de granit et d'immensités sombres couvertes de rochers, de glace et de neige. Le jour vint, et la phosphorescence des nuages fit place au crépuscule brumeux de ce monde nordique, mais l'affreux oiseau continuait son vol, imperturbable, dans le silence et le froid. Par moments, l'homme à l'œil torve parlait à sa monture dans un langage guttural et haïssable. Le Shantak répondait par des ricanements qui ressemblaient au crissement d'un morceau de verre. Le relief, entre-temps, s'éleva de plus en plus, et ils atteignirent finalement un pays plat, balayé par le vent. Pays qui semblait être le toit suprême d'un monde inhabité et flétri. Seul, dans la brume, les ténèbres et le froid s'élevaient là, un bâtiment trapu et sans fenêtres, fait de pierres grossières autour duquel étaient dressés en cercle de monolithes à peine dégrossis. L'ensemble n'avait rien d'humain, et se référant aux vieilles légendes, Carter en conclut qu'il était arrivé dans le lieu le plus affreux, le plus malfamé, dans ce lieu isolé où se trouve le monastère préhistorique, où vit en solitaire l'indescriptible grand prêtre qui porte sur son visage un masque de soie jaune et prie les autres dieux, Nyarlathotep et le chaos rampant. L'oiseau répugnant atterrit alors tandis que l'homme à l'œil torve sautait à terre et aidait son prisonnier à descendre. Carter était maintenant fixé sur les intentions de son vainqueur. Il était clair que le marchand à l'œil torve était un agent de puissance infernale et qu'il était pressé d'amener à ses maîtres ce mortel présomptueux qui voulait découvrir Kadat, la cité inconnue, et prier les grands anciens dans leur château d'Onyx. Il crut aussi comprendre que ce marchand avait été la cause de son premier enlèvement à Dilatlin par les esclaves des êtres lunaires et qu'il désirait maintenant voir se réaliser ce que le secours des chats avait empêché de s'accomplir.
il allait emmener sa victime à quelque funeste rendez-vous où se trouverait le monstrueux Nyarlathotep et lui dire de quelles hardiesses avait fait preuve Carter dans sa recherche de Cadette, la cité inconnue. Leng et le désert glacé qui s'étend au nord d'Inquanok sont sans doute très proches des autres dieux, et les passages qui mènent à Kadat sont bien gardés. L'homme à l'œil torve était de petite taille, mais le grand oiseau à tête de cheval veillait à ce qu'il soit obéi. Aussi, Carter le suivit-il et, traversant le cercle des menhirs, il pénétra par une porte voûtée à l'intérieur du monastère sans fenêtre. Il n'y avait aucune lumière, mais l'infernal marchand alluma une petite lampe d'argile ornée d'affreux bas-reliefs et poussa son prisonnier à travers quantité d'étroits corridors. Sur les murs des corridors étaient peintes dans un style inconnu des archéologues terrestres, des scènes terrifiantes plus vieilles que l'histoire. Malgré d'innombrables éternités, leur couleur était encore brillante, car la sécheresse et le froid de l'abominable Leng conservaient l'essentiel des choses. Carter les entrevit dans les éclats mouvants de cette lampe triste et frissonna en découvrant ce qu'elle racontait. On découvrait à travers ces fresques archaïques toute l'histoire de Leng. Les créatures presque humaines, avec leurs cornes, leurs sabots et leurs larges bouches, dansaient d'infernales façons parmi les villes oubliées. Il y avait des scènes d'anciennes guerres où l'on voyait les habitants presque humains de Leng combattre les araignées pourpres et boursouflées des vallées avoisinantes. Des scènes relatant l'arrivée des noirs galères venus de la lune, des scènes relatant la soumission du peuple des Leng aux êtres blasphématoires, aux corps amorphes et couverts de polypes qui semblaient patauger, se tordre et se glisser hors de la muraille. Ces êtres blasphématoires aux corps blancs, grisâtres et visqueux, ils les adoraient comme des dieux, ne se plaignaient jamais quand ils emmenaient sur leurs galères noires des troupeaux de leurs mâles les plus gras et les plus beaux. Les monstrueuses bêtes de la lune établissaient leur camp en mer, sur une île rocheuse. Carter, en considérant ces fresques, constata que cette île n'était autre que le rocher isolé et sans nom qu'il avait vu en faisant voile vers Inquanok. Ce rocher gris et maudit que fuient les marins et d'où d'horribles hurlements s'élèvent toutes les nuits. Ces fresques représentaient en outre le grand port et la capitale de ces créatures presque humaines, ville fière dont les nombreux piliers s'élevaient entre les falaises et les quais de basalte, ville étonnante avec ses places pleines de sculptures et ses temples élevés. De grands jardins, des rues bordées de colonnades, conduisaient des falaises et de chacune des 6 portes surmontées par des sphinx à une vaste place centrale. Il y avait sur cette place 2 gigantesques lions ailés, veillant sur l'ouverture d'un escalier souterrain. Maintes et maintes fois étaient représentés ces énormes lions ailés, leurs puissants flancs de diorite luisant dans le gris crépusculaire du jour ou dans la nuageuse phosphorescence de la nuit. Carter, tout en continuant d'avancer, comprit enfin, à force de voir se répéter les dessins, qui les représentait, quels étaient ces lions et quelle était cette cité sur laquelle avaient autrefois régné, avant l'arrivée des galères noires, ces êtres presque humains. On ne pouvait s'y tromper. Les légendes du pays des rêves étaient précises et abondantes. Indubitablement, cette cité primitive n'était autre que la légendaire Sarcomande, dont les ruines ont blanchi pendant 1 million d'années avant que ne naisse le véritable premier homme, et dont les lions gigantesques gardent éternellement les marches qui, du pays des rêves, descendent jusqu'aux grands abîmes. D'autres peintures représentaient les pics gris et décharnés qui séparent Leng d'Inquanok et les monstrueux oiseaux Shantak qui, à mi-hauteur, y construisent leur nid sur des saillies. Elle représentait également les mystérieuses cavernes creusées près du sommet des pics les plus élevés
ces cavernes que même les plus téméraires des Shantak évitaient en hurlant. Carter les avait aperçus en les survolant et il avait noté leur ressemblance avec celle d'une Granek. Il savait maintenant que cette ressemblance était plus que fortuite, car les peintures montraient les terrifiants habitants de ces cavernes. Leurs ailes de chauve-souris, leurs cornes recourbées, leurs queues poilues, leurs pattes préhensiles et leur corps caoutchouteux ne lui étaient pas étrangers. Il avait déjà rencontré ces créatures silencieuses, ces gardiens sans esprit du grand abîme que craignent les grands anciens eux-mêmes, et qui ont pour seigneur non pas Nyarlathotep, mais Nodens, le dieu blanchi par les âges. Ces êtres inferneux, ce sont les maigres bêtes de la nuit, bêtes qui ne rient jamais parce qu'elles n'ont pas de visage, et qui volent éternellement dans les ténèbres entre le Val de Pnot et les passages qui conduisent aux mondes extérieurs. Le marchand à l'œil torve avait maintenant poussé Carter dans une vaste salle voûtée dont les murs étaient recouvertes d'inquiétants bas-reliefs. Au centre de cette pièce, béait l'ouverture circulaire d'un puits entouré par 6 démoniaques autels de pierre. Il n'y avait aucune lumière dans cette vaste crypte pleine d'une odeur infernale, et la petite lampe du sinistre marchand brillait si faiblement que ce n'était que petit à petit qu'on pouvait se rendre compte des détails. À l'autre extrémité se dressait une haute estrade de pierre où l'on accédait par 5 marches. Là, sur un trône doré, se tenait une silhouette apathique et vêtue de soie jaune, frangée de rouge et portant sur le visage un masque de soie jaune. L'homme à l'œil torve fit quelques gestes avec ses mains et l'être caché dans le noir répondit en élevant dans ses pattes recouvertes de soie une flûte d'ivoire horriblement décorée et en émettant sous son masque quelques sons répugnants. Ce colloque se poursuivit un moment, et il y avait dans le son de cette flûte et dans la puanteur de cette crypte quelque chose qui, tout en rendant Carter malade, lui semblait pourtant familier. Cela lui faisait penser à l'effrayante cité éclairée par une lumière rouge et à la révoltante procession qui y avait défilé. Cela lui rappelait aussi l'affreuse escalade à travers le paysage lunaire avant que n'arrivassent les chats qui l'avaient sauvé. Il savait que la créature qui se trouvait sur l'estrade était sans nul doute possible l'indescriptible grand prêtre auquel la légende attribue des pouvoirs diaboliquement anormaux, mais il avait peur ne fût-ce que de penser à ce que pouvait être ce grand prêtre arboré. Bonsoir Barexos. La soie brodée glissa, découvrant l'une des pattes blanches et grisâtres, et Carter devina qui était ce répugnant grand prêtre. Dans cette mortelle seconde, une peur invincible le poussa à accomplir un acte que n'aurait jamais osé sa raison. Dans sa lucidité et en émoi, il n'y avait place que pour la farouche volonté d'échapper à ce qui siégeait sur ce trône d'or. Il savait que sans espoir des labyrinthes de pierre le séparaient du plateau glacé qui s'étendait à l'extérieur. Il savait que sur ce plateau l'attendait encore l'infernal Shantak, mais en dépit de tout cela, son esprit n'était possédé que par l'immédiate volonté d'échapper à cette visqueuse monstruosité vêtue de soie. L'homme, à l'œil torve, avait posé sa lampe baroque sur l'un des hauts autels de pierre qui entouraient le puits, et s'était quelque peu avancé pour parler par geste au grand prêtre. Carter, jusque-là, absolument immobile, se jeta brusquement sur cet homme et de toute la force sauvage de sa peur le précipita dans le trou béant où il disparut aussitôt. La légende dit que ce puits descend jusqu'aux infernales voûtes de Zin, où dans les ténèbres les gugues chassent les pâles. Carter aussitôt s'empara de la lampe et s'élança dans les labyrinthes ornés de fresques, s'engouffrant au hasard dans tel ou tel corridor et essayant de ne pas penser à l'infecte masse aux pattes informes qui derrière lui se tenaient sur les strates de pierre, ni aux glissements et aux répitations qui devaient le poursuivre dans ces corridors sans lumière. Au bout de quelques instants, il regretta sa hâte et pensa qu'il aurait mieux fait de suivre en sens inverse les fresques qu'il avait vues à l'allée. Elles étaient en vérité si confuses, si compliquées,
qu'elle n'aurait pu l'aider beaucoup, mais il regrettait de ne pas avoir tenté de le faire. Il s'aperçut alors que les fresques qui l'environnaient étaient encore plus horribles que les premières et il comprit qu'il n'était pas dans les corridors qui menaient au dehors. Certain bientôt de n'être pas suivi, il ralentit ses pas, mais à peine avait-il repris son souffle qu'un nouveau péril l'assaillit. Sa lampe faiblissait, et il serait vite dans une nuit de poids, sans rien pour se guider ni s'éclairer. Contente de voir que ça vous plaît. Bienvenue à toi, Barixoz. Bon, ça pue du cul pour Carter, hein. Mais on sait pas encore à quelle sauce il va être mangé. Quand la lumière se fut complètement éteinte, il continua à tâtons dans le noir et pria les grands anciens de lui accorder toute l'aide possible. Par moments, il sentait que le sol de pierre s'inclinait vers le haut ou vers le bas. Il buta une fois contre une marche qui ne semblait avoir aucune raison d'être. Plus il avançait, plus il y avait d'humidité, et quand il avait à choisir dans un embranchement ou un large passage, il choisissait toujours le chemin dont la pente était la moindre. Et il s'aperçut néanmoins que le chemin qu'il suivait était plutôt descendant. L'odeur de la voûte et les instructions qu'il rencontrait sur les murs et sur les sols graisseux l'avertissaient qu'il était en train de s'enfoncer profondément à l'intérieur du malsain plateau de Leng. Mais rien ne l'avertit du malsain, mais rien ne l'avertit de ce qui finalement arriva. Rien que la chose elle-même, le choc de ce terrible et terrifiant chaos qui vous coupe la respiration. Je trouve que l'homme à l'œil torve, il est aussi effrayant que toute la description depuis 15 minutes. Mais lui, il l'a pisté, hein, pour finalement le donner en pâture. Rien ne l'avertit de ce qui finalement arriva, rien que la chose elle-même, le choc de cet horrible et terrifiant chaos qui vous coupe la respiration. Tandis que lentement, il avançait à tâtons sur le sol glissant, presque à plat à cet endroit, il tomba brusquement dans un puits ténébreux, quasiment vertical. Du temps que dura cette horrible glissade, il ne put jamais être sûr, mais elle sembla durer des heures, au milieu d'une nausée délirante et d'une frénésie extatique. Il comprit ensuite qu'il se trouvait de nouveau sous les phosphorescents nuages d'une nuit nordique qui tristement luisait autour de lui. Des murs délabrés, des colonnes brisées l'entouraient. Le dallage sur lequel il était étendu était jonché d'herbes et crevé un peu partout par des racines et des buissons. Infini et vertical, une colonne de basalte s'élevait devant lui. Son côté sombre était couvert de repoussants bas-reliefs et percé par une entrée voûtée, donnant sur les ténèbres intérieures qu'il venait de quitter. Devant lui s'étendait une double rangée de piliers ou de fragments de piliers, rappelant qu'il y avait eu là, au temps passé, une large rue. En considérant les urnes et les bassins dispersés au long de cette voie, il comprit qu'il s'agissait d'une ancienne allée de jardin. Au loin, tout au bout, les piliers s'écartaient pour décrire une vaste place circulaire. À l'intérieur de ce cercle se dessinaient, sous les nuages livides de la nuit, deux choses monstrueuses. Deux énormes lions ailés de diorite, entre lesquels on apercevait des ténèbres et des ombres. Ils avaient plus de 20 pieds de haut, penchés en arrière, leurs têtes grotesques aux traits intacts et dérisoirement montraient les dents aux ruines qui les entouraient. Carter savait parfaitement ce qu'étaient ces deux lions, car les légendes n'en mentionnaient que deux. Ils étaient les gardiens immuables du grand abîme, et ces ruines sombres étaient celles de Sarkomande, la cité originelle. Le premier acte de Carter fut de clore et de barricader la porte de la falaise avec les blocs, les débris qu'il trouvait tout autour. Il ne tenait pas à être poursuivi par le serviteur du haïssable monastère de Leng,
car il y aurait bien assez de dangers nouveaux sur la route qu'il allait suivre. Comment se rendre de Sarcommande dans les régions habitées du monde des rêves, il n'en savait absolument rien. Il n'avait guère intérêt à descendre jusqu'aux grottes des vampires, puisqu'il savait que ceux-ci n'étaient pas mieux renseignés que lui. Les 3 vampires qui l'avaient aidé à traverser la cité de Gugs et à gagner le monde extérieur ne savaient pas comment, dans leur voyage de retour, atteindre Sarcommande, et avaient projeté de demander leur chemin au vieux marchand du Dilatlin. Carter pensait avec déplaisir qu'il devrait à nouveau gagner le monde souterrain des Gugs et s'aventurer une fois de plus dans l'infernale tour de côte, dans les marches cyclopéennes conduisent au bois enchanté. Il n'osait pas s'aventurer tout seul sur le plateau de Leng et passait devant le monastère solitaire. Les émissaires du grand prêtre devaient être nombreux et il aurait sans doute affaire avant la fin du voyage au Shantak, sinon à d'autres choses. S'il arrivait à trouver un bateau, il pourrait retourner à Inquanok en doublant le roc hideux et décharné qui se dresse dans la mer. Les fresques originelles lui avaient montré dans le labyrinthe du monastère que ce lieu effrayant ne se trouve pas loin des quais de basalte de Sarcommande. Trouver un bateau dans cette ville abandonnée depuis des éternités était fort peu probable. Il ne voyait pas comment il pourrait en fabriquer un. Telles étaient les pensées de Randolph Carter quand une nouvelle image commença à s'imposer à son esprit. Semblable à un immense cadavre, la fabuleuse Sarcommande s'étendait au-dessous de lui, avec ses piliers noirs, ses portes en ruine, ses montées de sphinx, ses pierres titanesques et ses nombreux lions ailés se dessinant dans la morbide pénombre des lumineux nuages de la nuit. Sur la droite, il vit alors loin devant lui une lueur qui ne pouvait être jaillie d'aucun nuage, et il comprit qu'il n'était pas seul dans le silence de la cité morte. Cette luminescence s'élevait et retombait capricieusement, faisant vaciller des reflets verdâtres peu faits pour rassurer Carter. Bien évidemment, il va aller vers la lumière. Quand il s'en rapprocha, en se glissant à travers la rue encombrée et à travers des 3 passages qu'il se frayait, à travers les murs croulants, il s'aperçut qu'il s'agissait d'un feu de camp, allumé près des quais, et que de nombreuses formes incertaines se serraient en masse sombre autour de lui. Une odeur mortelle flottait au-dessus de ce spectacle. Au-delà, il y avait le ressac huileux du port. Un grand bateau s'y balançait à l'ancre et Carter s'arrêta, frappé de terreur, en s'apercevant que ce bateau n'était autre que l'une de ces infernales galères noires qui venaient de la lune. Juste au moment où il allait s'éloigner de ce feu détestable, il remarqua un mouvement parmi les sombres formes incertaines et entendit un son singulier mais absolument reconnaissable. C'était le cri effrayant d'un vampire qui en un instant s'était transformé en un véritable hurlement d'angoisse. À l'abri, comme il l'était dans l'ombre de ces ruines monstrueuses, Carter permit à sa curiosité de prendre le pas sur sa peur et il se glissa en avant au lieu de battre en retraite. Une fois, pour traverser la rue, il dut ramper sur le ventre comme un ver. Une autre fois, il dut se mettre debout pour éviter de faire du bruit sur un tas de marbre brisé. Il parvint pourtant, sans être découvert, à trouver, derrière un énorme pilier, une cachette d'où il pouvait observer toute la scène éclairée par la lumière verte. Là, autour d'un feu abominable alimenté par d'ignobles morceaux de champignons lunaires, il y avait un cercle puant de bêtes à forme de crapauds et d'esclaves presque humains. Quelques-uns de ces esclaves faisaient chauffer dans les flammes bondissantes d'étranges javelots de fer, et par intervalles en appliquaient les pointes rougies à bord sur 3 prisonniers bien attachés qui se tordaient de douleur devant les chefs. D'après les mouvements de leurs antennes, Carter pouvait juger que les bêtes lunaires aux groins aplatis prenaient un vif plaisir à ce spectacle, et grande fut son horreur quand il reconnut soudain les hurlements frénétiques et comprit que les vampires torturés n'étaient autres que les fidèles trios qui lui avaient servi de guide et l'avaient aidé à sortir sain et sauf de l'abîme. Ils avaient quitté le bois enchanté avec l'intention de gagner Sarcommande et la porte de leur patrie profonde.
En fait, on se rend compte que là, dans les scènes finales de cette nouvelle, toutes les horreurs qu'il a traversées se regroupent en un seul et même endroit. Le nombre de puantes bêtes lunaires qui se tenaient autour de ce feu verdâtre était considérable, et Carter comprit que pour le moment il ne pouvait rien faire pour sauver ses anciens alliés. Il ne pouvait deviner comment les vampires avaient été capturés, mais il imaginait que les horreurs à face de crapauds les avaient entendus s'enquérir à Dilatlen de leur route de Sarcommande et n'avaient pas voulu qu'ils approchassent d'aussi près le haïssable plateau de Leng et l'indescriptible grand prêtre. Il se demanda un moment ce qu'il devait faire, et se rappela soudain qu'il était très proche de la porte du royaume des vampires. Il était évident que le plus sage était de se glisser à l'est jusqu'à cette place où se dressaient les deux lions, de descendre sur le champ jusqu'au gouffre. Il n'y rencontrerait certainement pas d'horreur pire que celle qu'il avait devant lui, et pourrait rapidement trouver des vampires prêts à secourir leurs frères et peut-être à exterminer les bêtes lunaires de la galère noire. Il y avait des chances que la porte, comme toutes les autres portes de l'abîme, soit gardée par des troupeaux de maigres bêtes. Mais il ne craignait plus ces créatures sans visage. Il avait appris que des traités solennels les liaient avec les vampires, et le vampire Pickman lui avait appris leur mot de passe. Carter commença alors à ramper silencieusement à travers les ruines, suivant lentement les murs afin de gagner la grande place centrale où se trouvaient les lions ailés. Bonne soirée à toi, cher Cacal. J'espère te revoir bientôt. D'ailleurs, j'ai même pas vu, je suis désolée, mais merci pour ta souscription SkyCBD. Et Barixoz. J'ai un peu loupé, désolée. C'était toujours là d'ailleurs, Barixoz, je ne sais pas. Ce fut difficile, mais les bêtes lunaires affairées à leur réjouissance n'entendirent pas le bruit qu'il fit par 2 fois au milieu des pierres éparpillées. Il atteignit enfin l'espace découvert et choisit son chemin parmi les arbres rabougris, les vignes qui avaient poussé là. Les gigantesques lions se dessinaient, terribles, au-dessus de lui dans la luminescence morbide des phosphorescents nuages. Intrépidement, il continua à s'avancer vers eux, rampant autour de leur gueule, sachant que c'était de ce côté qu'il trouverait l'énorme monde obscur qu'ils gardent. Les bêtes de diorite au visage moqueur étaient accroupies sur des piédestaux, dont les côtés étaient ornés d'effrayants bas-reliefs. C'est redondant, là, le bas-relief. Une cour tuilée au centre de laquelle il y avait autrefois un espace entouré par des balustrades d'onyx les séparait. Au milieu de cet espace s'ouvrait un puits noir, et Carter comprit bientôt qu'il avait atteint le gouffre béant dont les marches antiques et décrépites descendent jusqu'aux abîmes du cauchemar. Terrible est le souvenir de cette descente dans le noir où, tandis que les heures passaient, Carter tournait sans y voir tout au long d'une spirale incommensurable de marches abruptes et glissantes. Si usées et si étroites étaient ces marches, si poisseuses les avait rendues l'humidité de l'intérieur de la terre, que Carter s'attendait à chaque instant à une chute horrible jusqu'au fond des puits ultimes. Il ne savait pas quand et comment les maigres bêtes de la nuit, gardiennes de ces gouffres, lui tomberaient dessus. D'ailleurs, il ne savait même pas s'il y en avait vraiment qui fussent en faction dans ce passage des premiers âges du monde. Autour de lui, tout avait la puanteur des abîmes inferneux, et il sentit que l'air de ces inquiétantes profondeurs n'était pas fait pour le genre humain. Engourdi et somnolent, il ne s'avança bientôt que mu par une impulsion automatique, bien plus que par une volonté raisonnée, et il ne s'aperçut d'aucun changement quand il cessa complètement d'avancer parce que quelque chose l'avait doucement saisi par derrière. Il était en train de voler, très rapidement, lorsqu'un pincement malveillant l'avertit que les maigres bêtes de la nuit avaient rempli leur mission. Devenu conscient de ce qu'il était dans les grippes humides et froides des oiseaux sans visage, Carter
se rappela le mot de passe des vampires et du plus fort qu'il put, il hurla dans le vent et le chaos du vol. Bien qu'on dise que les maigres bêtes de la nuit n'ont aucune espèce de compréhension, l'effet fut immédiat. Tous les pincements cessèrent aussitôt, et ces créatures se dépêchèrent de placer leurs prisonniers dans une position plus confortable. Ainsi, encouragé, Carter risqua aussitôt quelques explications racontant la capture des 3 vampires par les bêtes lunaires, leur torture et la nécessité d'assembler une armée pour les secourir. Les maigres bêtes de la nuit, bien qu'elles ne parlassent pas, semblèrent comprendre ce qu'ils disaient et firent preuve dans leur vol de plus de hâte et de plus de décision. Les ténèbres denses firent brusquement place au crépuscule gris de la terre intérieure, et l'une de ces plaines stériles et plates où les vampires aiment à s'installer s'ouvrit devant eux. La présence des habitants de ce lieu se manifestait par une grande quantité de pierres tombales, éparpillées par des monceaux d'os. À l'instant où Carter jeta le cri d'alarme, une foule de terriers se vidèrent et de leurs occupants aux corps élastiques dont la forme ressemble à celle d'un chien. Les maigres bêtes de la nuit descendirent en planant, déposèrent leurs passagers, puis se reculèrent un peu, se regroupant en demi-cercle tandis que les vampires accueillaient le nouvel arrivant. À l'assemblée grotesque, Carter rapidement et avec précision délivra son message. 4 vampires pénétrèrent aussitôt dans différents terriers pour diffuser la nouvelle et réunir les troupes dont on aurait besoin pour le sauvetage. Après une longue attente, apparut un vampire de quelque importance. Ce dernier fit aux maigres bêtes de la nuit des signes qui eurent pour effet de faire s'envoler dans le noir 2 d'entre elles. À partir de cet instant, d'incessants renforts vinrent grossir les troupeaux de maigres bêtes de la nuit, jusqu'à ce qu'à la fin, le sol limoneux en fût pratiquement couvert. Entre-temps, l'un après l'autre, de nouveaux vampires étaient sortis en rampant des terriers, tout en criant avec excitation et se rangeant dans un ensemble d'ordres de bataille, non loin de l'assemblée des maigres bêtes de la nuit. À un certain moment, apparut ce vampire fier et influent, qui fut autrefois l'artiste Richard Pickman de Boston, et Carter lui fit un compte-rendu très détaillé de ce qui était arrivé. Lex Pickman fut heureux de revoir son ancien ami et sembla très impressionné. Un peu en retrait de l'armée, sans cesse grandissante, il se mit aussitôt à conférer avec les autres chefs. Finalement, après avoir passé les rangs en vue, les chefs assemblés hurlèrent à l'unisson et commencèrent à donner des ordres à la foule des vampires et des maigres bêtes de la nuit. Un gros détachement d'oiseaux à cornes disparut sur le champ, tandis que les autres, groupés 2 par 2, agenouillés et leurs pattes de devant étendues, attendaient qu'un par un s'approche des vampires. Lorsque chaque vampire atteignait le couple des maigres bêtes de la nuit qui lui était assigné, il montait sur leur dos et était emporté dans la nuit. Toute la troupe eut bientôt disparu, et il ne resta plus que Carter, Pickman et les autres chefs, et quelques couples de maigres bêtes de la nuit. Pickman expliqua que les maigres bêtes de la nuit constituaient l'avant-garde des vampires et que l'armée se dirigeait vers Sarcommand pour régler le sort des bêtes lunaires. Carter et les chefs vampires s'approchèrent alors des montures qui les attendaient, sur le dos desquelles les hissèrent des pattes humides et glissantes. Quelques secondes plus tard, ils tournaient tous deux dans le vent et la nuit, montant, sans fin, jusqu'à la porte des lions ailés, jusqu'aux ruines spectrales de l'antique Sarcommand. Quand au bout de longs moments, Carter revit la morbide lumière du ciel nocturne de Sarcommand, ce fut pour contempler la grande place centrale débordant de troupes de vampires et de maigres bêtes de la nuit. Le jour, il en était sûr, devait être très proche, mais si puissante était l'armée qu'elle n'aurait pas besoin de surprendre l'ennemi. Près des quais, la lueur verdâtre brillait encore faiblement, mais comme ne s'élevaient plus les hurlements des vampires, il semblait que la torture des prisonniers eût pour le moment cessé. Indiquant silencieusement la direction à leur monture et à l'avant-garde qui les précédait, les vampires s'élevèrent alors en colonnes tournoyantes et, survolant les ruines désolées, foncèrent sur le feu diabolique. Carter, à côté de Pickman, était maintenant au premier rang, et en approchant du camp hideux, il constata que les bêtes lunaires avaient été complètement prises à l'improviste.
Ligotés et inertes, les 3 prisonniers gisaient près du feu. Les esclaves presque humains étaient endormis et les sentinelles elles-mêmes avaient failli à leur devoir, pensant sans doute que dans ce royaume leur rôle était tout à fait superflu. L'attaque des maigres bêtes de la nuit et des vampires qui les montaient fut très soudaine. Chacun des êtres grisâtres à forme de crapaud et chacun de leurs esclaves presque humains fut saisi par un groupe de maigres bêtes de la nuit avant même que se fût élevé un seul bruit. Les bêtes lunaires étaient naturellement sans voix, mais les esclaves eux-mêmes n'avaient que peu de chance de pouvoir crier avant que les pattes caoutchouteuses ne les eussent réduites au silence. Les monstres gélatineux se tordaient horriblement lorsque les sardoniques maigres bêtes de la nuit les attrapaient, mais ils ne pouvaient rien contre la force de ces noires griffes préhensiles. Quand une bête lunaire se tordait trop violemment, une maigre bête de la nuit les attrapait, lui tirait ses tentacules frémissantes, ce qui semblait lui faire tant de mal que la victime abandonnait immédiatement toute résistance. Carter s'attendait à voir un grand carnage, mais il s'aperçut que le plan des vampires était bien plus subtil. Ils donnèrent certains ordres aux maigres bêtes de la nuit qui maintenaient leurs prisonniers, et bientôt les malheureuses créatures furent silencieusement emportées dans le grand abîme pour être impartialement distribuées entre les dolls, les gueugues, les pâles et les autres habitants de la nuit dont les méthodes d'alimentation ne sont pas indolores pour les victimes qu'ils ont choisies. Entre-temps, les 3 vampires ligotés avaient été libérés par leurs compagnons tandis que différents groupes fouillaient le voisinage à la recherche des bêtes lunaires qui pourraient encore se cacher et montaient à bord de la puante galère noire à l'ancre le long du quai pour s'assurer que rien n'avait échappé à la défaite générale. Leur victoire, sans doute, avait été complète, car les vainqueurs ne décélèrent pas un signe de vie. Carter, soucieux de se ménager un moyen d'atteindre le reste du monde des rêves, les pria instamment de ne pas couler la galère, et sa requête lui fut facilement accordée en signe de gratitude pour la façon dont il avait fait part de la situation des 3 prisonniers. On trouva sur le bateau quelques objets et quelques ornements très curieux, dont certains furent immédiatement jetés à la mer par Carter. Les maigres bêtes de la nuit et les vampires formaient maintenant des groupes séparés, et ces derniers interrogeaient leurs 3 camarades sur ce qui leur était arrivé. On apprit alors que les 3 vampires avaient, depuis le bois enchanté jusqu'à Dilatlin, en passant par Nir et par le Sky, suivi les directions données par Carter. Ils avaient volé des vêtements humains dans une ferme isolée et imité de leur mieux la démarche des hommes. Leur visage et leur manière grotesque avaient soulevé de nombreux commentaires dans les tavernes de Dilatlin, mais jusqu'à ce qu'un vieux voyageur ait été capable de le leur indiquer, ils avaient persisté à demander le chemin de Sarkomend. Ils apprirent alors que seul un bateau se rendait à l'Elaglang. Ils apprirent alors que seul un bateau se rendant à l'Elaglang pourrait leur permettre d'accomplir leur voyage, aussi s'étaient-ils patiemment préparés à attendre ce vaisseau. Sans doute, de diaboliques espions avaient-ils apporté leurs intentions, car bientôt apparut dans le port une galère noire montée par des marchands de rubis qui avaient de grandes bouches et qui invitèrent les vampires à trinquer avec eux dans une taverne. Le vin qui leur était servi était tiré de sinistres bouteilles, grotesquement taillées dans un rubis. Après avoir bu, les vampires se retrouvèrent prisonniers sur la galère noire comme au jour où l'avait été Carter. Cette fois pourtant, les rumeurs invisibles ne dirigèrent pas la galère vers la lune, mais vers l'antique Sarkomend. Ils devaient évidemment amener leurs prisonniers à l'indescriptible grand prêtre. Ils s'étaient arrêtés à ce roc décharné dont la mer du Nord fuit les marins d'Inquanok, et là, pour la première fois, les vampires avaient vu les maîtres rouges du navire. Rendus malades en dépit de leur propre laideur par un pareil comble de monstruosité et d'insupportables odeurs, les vampires furent aussi témoins en ce lieu des ignobles distractions de la garnison à corps de crapauds. Distractions qui sont l'origine de ces hurlements nocturnes qui terrifient les hommes. Ils avaient ensuite abordé dans les ruines de Sarkomend, les tortures y avaient commencé. Leur sauvetage en avait empêché la continuation. Je vois que tout le monde déserte, ça fait 1 heure qu'on lit. Je sais que ce soir il y a un appel aux dons, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est moins nombreux. Mais dites-moi si vous êtes fatigués ce soir. Je trouve que ma lecture n'est pas terrible d'ailleurs. Dommage, je suis certaine que
je suis certaine que la musique, ça aurait super bien accompagné. Contente de voir que t'es toujours d'actu, petite Sab, c'est cool. Mais moi je suis fatiguée. De ouf. Mais j'aurais bien aimé terminer ce soir, mais si c'est pour lire comme une merde, ça n'a pas trop d'intérêt. Oh! Attendez! On est à 2 pages de la conclusion. Enfin, là, il faut se remettre dans le bain, là. J'aime pas le set, comment je l'ai installé, je vous vois mal. Après ce récit, on discuta de plans futurs. Les 3 rescapés suggérèrent un raid sur le roc décharné et l'extermination de toute la garnison à corps de crapaud. Les maigres bêtes de la nuit n'étaient cependant pas d'accord sur ce point, car la perspective de voler au-dessus de l'eau ne leur agréait pas. La plupart des vampires étaient favorables à ce plan, mais ils étaient incapables de le réaliser sans l'aide des maigres bêtes de la nuit. Là-dessus, Carter, voyant qu'ils ne pouvaient utiliser la galère, qui se trouvait à l'ancre, leur proposa de leur enseigner à se servir des grandes rames. Ils acceptèrent avec empressement. Un jour gris s'était à présent levé, et sous un nordique ciel de plomb, un détachement de vampires pénétra dans le répugnant navire et s'assure... Excusez-moi. Un jour gris s'était à présent levé, et sous un nordique ciel de plomb, un détachement de vampires pénétra dans le répugnant navire et s'assit sur les bancs des rameurs. Carter les trouva assez doués, et avant que la nuit ne tombât, il s'était risqué à leur faire exécuter quelques petites sorties hors du port, à titre d'expérience. Ce ne fut pourtant que 3 jours plus tard qu'il jugea prudent de tenter le voyage. Alors, le groupe de rameurs s'installa enfin, Pickman et les autres chefs étant réunis sur le pont et discutant des méthodes d'approche et d'exécution. Dès la première nuit, on perçut les hurlements venant du rocher. Leur timbre était tel que toute l'équipe de la galère en fut visiblement émue, mais ceux qui tremblaient le plus étaient les 3 rescapés et qui seuls savaient exactement ce que signifiaient ces hurlements. On ne jugea pas bon de tenter une attaque de nuit aussi. Le bateau, arrêté sous les nuages phosphorescents, attendit-il l'ombre d'un jour grisâtre. Quand le jour fut-il levé, que les hurlements eurent cessé, les rameurs reprirent leur place. Les maigres bêtes de la nuit se mirent à l'abri dans l'entrepôt, et la galère s'approcha de plus en plus du rocher décharné, dont les pics de granit s'élançaient fantastiquement vers le ciel triste et gris. Les flancs du rocher étaient à forte pente, mais on pouvait voir çà et là sur les saillies les murs renflés de curieuses habitations sans fenêtres. On pouvait voir également les parapets qui bordaient les hautes routes. Aucun bateau des hommes n'avait jamais approché ces lieux d'aussi près, ou du moins ceux qui l'avaient fait n'en étaient jamais revenus. Carter et les vampires, libres de toute peur, continuèrent inflexiblement d'avancer et, contournant le flanc du rocher, gagnèrent les quais, que les 3 rescapés disaient se trouver sur le flanc sud, à l'intérieur d'un port formé par les prolongements abrupts du rocher. Ces prolongements, véritablement presqu'îles, se resserraient tellement qu'un seul bateau à la fois pouvait passer entre eux. Comme il ne semblait pas y avoir de sentinelles, la galère s'engagea avec témérité dans cette sorte de canal et pénétra dans le port stagnant et putride. Là, cependant, tout n'était qu'agitation et activité. Il y avait quelques bateaux ancrés le long d'un quai, de pierres repoussant. Il y avait, au bord de l'eau, un grand nombre d'esclaves, presque humains, qui portaient des cages, des caisses ou conduisaient des horreurs innommables et fabuleuses jusqu'à de grosses charrettes. Au-dessus des quais, accrochée au flanc de la falaise verticale, il y avait une petite ville, l'amorce d'une route qui, montant en spirale, serpentait à perte de vue jusqu'aux saillies. Personne n'aurait pu dire ce qui gisait à l'intérieur de ce prodigieux pic de granit,
mais ce que l'on apercevait à l'extérieur était loin d'être encourageant. C'est là qu'on comprend que la conclusion elle fait 50 pages. Quelle feinte. J'ai envie de lire la dernière page et de pas vous dire la fin. Je me demande s'il va réussir à trouver la cité perdue. Parce qu'il est toujours proche de mourir, mais il meurt pas. Hein. Je pense qu'il va nous feinter. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici pour ce soir. C'était une lecture assez courte, mais j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à aller voir les streams en ce moment qui sont des appels aux dons. Je crois pour le site d'action, si je me trompe pas, si ça vous intéresse. Et je vais laisser le stream, mon set installé, comme ça demain soir à 21h30, on termine les 50 dernières pages. Ça sera un stream court de ce fait, mais je pense que ça sera très sympa. Donc je vous retrouve demain à 21h30, même heure, pas le même jour, mais en tout cas même rendez-vous. Je croyais qu'on allait vraiment avoir un petit suspense final et que la conclusion, parce que des fois les conclusions c'est comme les prologues, on peut y échapper, mais bon là... je comprends pas pourquoi il a appelé ça conclusion. Je pense que c'est un choix peut-être éditorial plus qu'un choix de Lovecraft. On verra. Je lis pas tous les soirs, petite Sab. Normalement, je lis tous les vendredis à 21h30. Mais des fois, ça m'arrive de rajouter... Ça m'arrive, pardon. Excusez ma diction, j'ai lu pendant 1 heure. Ça m'arrive de lire d'autres jours. Parfois le mercredi ou parfois 2-3 jours le week-end. Donc n'hésite pas à suivre l'actualité des streams, soit sur le Twitch, soit sur le Discord, soit sur le Instagram. Je préviens toujours quand je fais des lives, si jamais tu veux continuer la lecture. Merci pour ton abonnement, Lucas17. Très sympa à toi. En tout cas, j'ai hâte d'avoir cette version finale et après on enchaînera avec un livre beaucoup plus connu de Lovecraft. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi cette lecture et qui voudraient quand même commencer du début en direct, eh bien on va continuer à la suite avec un autre épisode Lovecraftien, mais beaucoup plus connu. Certains savent déjà le titre et ce sera un setup différent puisque je vais prendre un ouvrage avec illustration, donc je vous montrerai les images en même temps. Voilà, c'est tout pour mon petit moment de publicité en avance. Pour la prochaine lecture de Lovecraft, ce sera le livre illustré que l'un d'entre nous a partagé sur le Twitch, sur le Discord. Je l'ai pas encore acheté, mais je vais le prendre d'ici peu. Désolée, j'ai les chats en décalage en fait, donc si je réponds un peu avec un temps de latence, Camille. Enfin, soit. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, et puis je vous souhaite aussi un bon week-end, puisque demain on est samedi et c'est le week-end pour vous. Pas pour moi, parce que je travaille pas le vendredi, mais j'espère que vous allez bien profiter de ces 2 jours, pour ceux qui sont pas confinés. Bon, allez, à demain. Bonne soirée.